Sommes-nous trop généreux pour attirer les sociétés minières? C'est la question qu'on peut se poser en lisant le rapport du Vérificateur général du Québec sur ces sociétés qui bénéficient d'un système fiscal très avantageux. La question se pose d'autant plus que, lorsqu'elles cessent leurs opérations, ces sociétés laissent souvent derrière elles des désastres environnementaux majeurs. Leurs dirigeants, d'ailleurs, n'aiment pas toujours s'expliquer. Enquête sur une société minière délinquante. Vue des airs, on croirait voir la planète Mars. C'est un site minier abandonné. 200 hectares d'eau et de terre complètement acidifiés. Des endroits comme celui-là, il y en a 345 au Québec. Ils sont complètement contaminés. Plusieurs datent d'une époque où on ne demandait pas aux sociétés minières de nettoyer l'endroit avant de quitter. Résultat, ce sont les contribuables qui paient aujourd'hui pour la restauration environnementale. Pour les nouvelles mines ou les mines qui sont en opération actuellement, il ne faut pas répéter les erreurs du passé, là. On a 300 millions comme dette pour restaurer ces sites-là. Au Québec, on ne gère pas l'industrie minière. Peut-être qu'on gère rien d'autre non plus, là, mais l'industrie minière, elle n'est pas gérée du tout. Elle fait ce qu'elle veut. Ici, on se croirait sur la Lune. Pourtant, c'est une mine juste à l'entrée d'une ville. Un combat se déroule aujourd'hui entre le propriétaire de cette mine et le ministère des Ressources naturelles du Québec qui peine à faire respecter sa loi. Le gouvernement, s'ils laissent faire ce qu'ils veulent, bien, eux autres, ils sont pas fous. Ils viennent au Québec, puis ils viennent chercher nos richesses. L'Abitibi, c'est le cœur de l'activité minière du Québec. Cette industrie génère d'importantes retombées économiques. En 2007, c'était 2 milliards de dollars, 50 000 emplois directs et indirects. À Val-d'Or, on extrait du minerai depuis près de 100 ans. Il n'y a pas une industrie existante au Québec qui génère plus d'argent que 1 $ investi au niveau minier. Mais derrière ces milliers d'emplois, les Québécois en ont-ils pour leur argent? La réponse du Vérificateur général du Québec, qui a enquêté sur la question, est non. Son rapport, remis ce printemps, est accablant. Le gouvernement consent beaucoup trop d'avantages fiscaux aux sociétés minières. Quand on regarde les chiffres, est-ce que l'État en a pour son argent présentement? Parce que selon notre rapport, il est clair que la valeur des déductions fiscales et des crédits d'impôt accordés est plus élevée que le montant en redevance qu'on reçoit. Donc, on ne fait pas d'argent avec ça présentement au niveau des entrées d'argent. Ce n'est pas pour rien que, selon un sondage effectué l'an dernier dans le monde entier, l'endroit préféré des sociétés minières, c'est le Québec. L'Institut Fraser affirme que les régions qui ont de faibles politiques environnementales, mais de fortes possibilités géologiques, font meilleure figure dans ce classement. Mais il y a plus. Depuis 1995, le gouvernement oblige les compagnies à verser l'équivalent de 70 % de ce que ça coûte pour remettre en état une partie du site utilisé. Cet argent mis de côté pour la restauration des sites, on appelle ça une garantie financière. Le vérificateur a découvert que le ministère des Ressources naturelles du Québec gère si mal ces dossiers que plusieurs compagnies ne payent carrément pas. Par exemple, 7 compagnies sur 15 n'ont effectué aucun paiement, alors qu'elles devraient avoir versé 16 millions de dollars. Je pense que la gestion du ministère par rapport aux garanties financières pour les restaurations est inadéquate complètement. Ça doit être revu parce que les garanties financières qui étaient exigibles n'étaient pas exigées dans tous les cas. Donc, cette gestion est déficiente et doit être améliorée certainement. Qui sont ces compagnies qui bénéficient de la gestion déficiente du ministère? Le vérificateur refuse de les identifier. Nous avons donc enquêté et notre recherche nous a menés à Val-d'Or, où une mine en particulier donne du fil à retordre aux autorités depuis quelques années. Quand on arrive à l'entrée de la ville, un immense trou nous saute aux yeux.
c'est la mine Sigma. On y extrait de l'or depuis 1935. La ville de Val-d'Or est née après la découverte d'un gisement à cet endroit. En 1999, la mine Sigma passe entre les mains de McWatters, une compagnie québécoise qui éprouve rapidement des difficultés. Les filons d'or sous la terre se font rares. La compagnie ferme ses portes et met à pied 150 travailleurs. Puis, McWatters pense trouver la solution en cherchant l'or en surface. Mais pour cela, il faut creuser un énorme trou à ciel ouvert. Jusqu'à présent, les mines avaient toujours été souterraines. Jamais n'avait-on creusé un trou à l'entrée d'une ville déjà établie. Le projet est très mal accueilli par le député péquiste de l'époque, qui aime encore aujourd'hui monter en haut de cette tour afin de contempler sa ville. André Pelletier a été maire de Val-d'Or pendant 12 ans. Une mine à ciel ouvert, moi, dans mon esprit, c'est correct dans le bois, là, où il n'y a personne. Mais faire une mine à ciel ouvert dans une ville, j'ai jamais compris ça. Une ville, c'est comme un visage, ça. Bon, est-ce qu'on pourrait penser de faire un trou gros comme le poing dans le milieu du visage? André Pelletier a livré de nombreuses batailles environnementales au cours de ses mandats. Mais celle-ci sera la plus pénible de toutes. Il se bat contre son propre parti et la population locale. Les travailleurs en chômage sont en faveur de la fosse à ciel ouvert. Ils veulent retrouver leurs emplois. McWatters finit de convaincre les opposants en déposant un dépliant qui explique à quoi ressemblera le site une fois que la mine aura fini de l'exploiter. La réunion publique, ils ont donné un document dans lequel on voit la montagne de roches, là. C'est plus une montagne de roches, c'est des beaux arbres, et puis un beau lac, des voiliers avec une plage de sable blanc comme on voit en Floride. Et ils parlent même dans le document qu'on pouvait pêcher des poissons. Les gens qui ont sorti de la réunion sont venus à mon bureau pour me dire « Monsieur Pelletier, je suis allé voir rien, regardez comment ça va être beau. » Inquiet, André Pelletier demande au gouvernement ce qu'il adviendra du trou si McWatters fait faillite avant de s'être acquitté de ses obligations. Le ministre des Ressources naturelles, Jacques Brassard, lui répond que si c'est techniquement et économiquement faisable, la fosse sera remblayée. Un sous-ministre clôt le débat en citant une étude qui dit que ce projet pourrait s'avérer une des meilleures découvertes des 10 dernières années. McWatters reçoit le feu vert. Si tu poses des questions à Montréal et à Québec, qu'est-ce qu'ils pensent de faire un trou dans une ville en Abitibi, ils vont probablement te dire, ben c'est bien normal, là. Les mines sont là, puis ça crée de l'emploi. Moi, ce que j'essaie de dire au monde, on peut créer de l'emploi, on peut le faire en faisant les choses correctes. Un an plus tard, McWatters rouvre ses portes et commence à exploiter la fosse à ciel ouvert. À 30 km près de Val-d'Or, McWatters achète également ce parc à résidus miniers, une sorte de dépotoir pour les mines. L'endroit est déjà complètement contaminé au cyanure, puisque de nombreuses mines ont opéré sur le site au fil des ans. Mais 11 mois après sa réouverture, McWatters fait faillite. Plutôt que la plage et les voiliers, la compagnie laisse dans son sillage un trou, qui n'est pas remblayé, à l'entrée de la ville de Val-d'Or. McWatters laisse également en héritage le parc à résidus contaminé. Qui va payer pour la restauration de ce site? Encore les contribuables, puisqu'au moment de sa faillite, McWatters n'avait que 922 000 $ dans le compte, alors que l'État devra débourser pour le nettoyage 12 millions de dollars. Un scandale pour cet écologiste. La compagnie originale qui a fait le gros des profits, bien, elle n'a plus les responsabilités associées à ce site-là. Donc là, il y a un problème, là.
Si c'est si facile de reléguer des sites miniers à des compagnies tiers pendant un bout de temps, puis elles font faillite, puis on hérite de la facture, ça n'a pas de bon sens, là. Il faut absolument resserrer ça. Au retour, le gouvernement laisse faire les compagnies minières. Le ministre aurait pu exiger une garantie totale et il l'a pas fait. Il avait ce pouvoir-là, il l'a pas fait. En 2004, la mine de Val-d'Or est rachetée par une compagnie américaine et rouvre ses portes. À la tête de la compagnie Century Mining, Peggy Kent, une femme qui a mauvaise réputation dans le monde minier. Très vite, son passé refait surface, avec en tête un violent conflit de travail. C'est elle qui dirigeait la mine Giant dans les territoires du Nord-Ouest en 1992. We're continuing to operate at the Giant Mine. La mine a été secouée par une grève qui s'est soldée tragiquement. Un mineur frustré a posé une bombe qui a tué 9 briseurs de grève. On a reproché à Mme Kent d'avoir envenimé le climat de travail. It isn't an accident that we've caused. It isn't an accident that any of the miners have caused. This is a multiple homicide. 7 ans plus tard, la compagnie de Mme Kent fait faillite. Ces 3 mines d'or des territoires du Nord-Ouest sont tout simplement abandonnées. Et ce sont les contribuables canadiens qui payent aujourd'hui pour les dégâts. Les sites sont complètement contaminés à l'arsenic et au cyanure. Coût de restauration, plus de 500 millions de dollars. Et dans tous les cas, elle a laissé un passif environnemental, un désastre environnemental, avec une facture pour les contribuables. Ce passé trouble, le ministère des Ressources naturelles du Québec le connaissait lorsque Peggy Kent est arrivée au Québec. En 2004, lorsque Century Mining achète la mine de Val-d'Or, on lui demande de verser le montant entier prévu pour la restauration environnementale. Mais selon des documents obtenus en vertu de la loi d'accès à l'information, le processus déraille sans qu'on sache pourquoi. Après une rencontre avec les dirigeants de Century Mining, le ministère sursoit à sa demande, autrement dit, il change d'avis. Le ministre aurait pu exiger une garantie totale et il l'a pas fait. Il avait ce pouvoir-là, il l'a pas fait. Alors, oui, il y a des compagnies fautives, mais il faut aussi se poser des questions sur le travail de notre ministère. Est-ce que c'est un manque de ressources? Est-ce que c'est une culture qui est peut-être un peu malsaine, qui n'a jamais été revue, disons, à l'interne? Pourquoi les fonctionnaires du ministère concerné n'ont-ils pas forcé Century Mining à payer la garantie financière dès 2004? Le ministre Serge Simard évite de répondre à la question. En 2004, est-ce que le gouvernement n'aurait pas eu les moyens de dire « on n'est pas sûr de vouloir ce citoyen-là » ? À partir d'aujourd'hui, on tire une ligne puis on dit maintenant, il y a des nouvelles façons d'opérer et on va s'assurer que ces problèmes-là n'arrivent plus. C'est ça qu'on vient faire aujourd'hui, là. Le ministère s'est repris et insiste maintenant pour être payé par Century Mining. Depuis 2 ans, Québec demande le versement immédiat de la totalité de la garantie financière, 3,5 millions de dollars. Or, nous avons découvert dans les états financiers de la compagnie qu'elle n'a que 293 000 $ dans son compte pour la restauration de la mine. Une situation inacceptable pour le maire de Val-d'Or. Quand on vient prendre des ressources sur un territoire, il y a des responsabilités. Et que ceux qui ont la responsabilité d'appliquer ces responsabilités-là, qui fassent leur job. Le gouvernement. Mais dans le cas précis, ce n'est pas le gouvernement fédéral, ni le gouvernement municipal, c'est le gouvernement du Québec. Au gouvernement du Québec, on indique que la loi actuelle permet de révoquer le permis d'une compagnie délinquante comme Century Mining. Mais comment le ministre compte-t-il s'y prendre? Nous avons posé la question 4 fois. Ils ont des dus envers le gouvernement, envers les Québécois. On va s'assurer que ces dus-là correspondent. Comment? Avec quoi? Quel outil? On a des recours légaux et puis on va faire qu'est-ce qu'il faut. Entre-temps, la mine a cessé ses activités une nouvelle fois. La fermeture, qui dure depuis 15 mois, est censée être temporaire. La compagnie essaie de régler des problèmes financiers.
Nous avons voulu poser des questions sur l'avenir de la mine, mais notre demande d'entrevue a été refusée. I will not be agreeing to an interview, but the company will provide a written statement. Le site de la mine semble maintenant abandonné. Le président du syndicat, Robert Marcoux, a bien voulu nous le faire visiter. Il y avait 300 personnes qui travaillaient ici, là, 13 mois. Aujourd'hui, il n'y en a plus. La compagnie doit 350 000 $ aux travailleurs en salaire et bonus impayés. Mais moi, là, cette compagnie-là, elle me fait sembler à quelqu'un qui se bourre les poches, puis salut, bye. Il y a 3 semaines, les travailleurs ont d'ailleurs bloqué l'accès à la mine pour réclamer d'être payés. Le problème qui arrive, c'est que c'est des gens qu'on ne peut pas truster. Ça arrive parfois qu'il y a des sociétés qui ont des problèmes financiers, temporaires. Mais lorsque c'est une succession, il y a mauvaise foi. Il y a 2 jours, la compagnie a versé une petite partie de l'argent qu'elle doit aux travailleurs depuis 15 mois. Aujourd'hui, la compagnie croule sous les dettes. Elle doit 255 000 $ à la ville de Val-d'Or, 700 000 $ à Revenu Canada et 2 millions de dollars à la CSST. Depuis ses débuts à Val-d'Or, Century Mining a payé des milliers de dollars d'amende pour des infractions environnementales. Elle fait face à 30 nouveaux chefs d'accusation pour avoir contrevenu à la loi de l'environnement du Québec. Ça sent beaucoup la faillite qui s'en vient, selon moi. Et si c'est le cas, ça va être les contribuables, vous et moi, qui allons hériter de cette facture-là, qui va être de l'ordre de 5 millions, selon nos estimés, peut-être jusqu'à 8-10 millions. Présentement, Century Mining cherche du financement pour relancer les opérations à Val-d'Or. Mais la réouverture de la mine est sans cesse reportée. Nous avons donc profité du passage de Peggy Kent à Val-d'Or et avons envoyé une de nos équipes d'Abitibi lui poser des questions. La présidente de la compagnie a beaucoup changé physiquement depuis ses années dans les territoires du Nord-Ouest. What will happen with the open pit if you ever run bankrupt? Who are you with? RNC Media. We're the journalists of our RNC Media, Radio-Canada. Is this CBC? Yeah, that's right. I've refused an interview with you already. Nos collaborateurs ont attendu Mme Kent. There's no comment. No comment. Elle n'était pas d'humeur à répondre aux questions. Do you want me to call the police? Because I would be very happy to call the police. I have told you that there is no comment. There will be no comment. And if this is the way you treat a chief executive officer in this province, I'm very disappointed in French Canada. Des Century Mining, le ministre Simard promet qu'il n'y en aura plus d'autres puisqu'il s'apprête à déposer un nouveau projet de loi plus sévère. On exigera bientôt des compagnies, non pas 70 %, mais 100 % du montant nécessaire pour la restauration environnementale. En quoi ce resserrement de la loi sera-t-il plus efficace si déjà la loi actuelle est mal appliquée? On a accepté d'entrer le jeu tous les remarques du vérificateur général. On va tout mettre en œuvre pour que nos solutions correspondent à ce qu'il s'attend. Mais même s'il promet une foule de changements, le ministre n'a rien dans son projet de loi au sujet du remblaiement des fosses à ciel ouvert. Est-ce que les gens de Val-d'Or vont devoir faire une croix là-dessus puis se dire, bon, mais c'est comme ça, puis ça va rester comme ça? Bien, écoutez, s'il y a des nouvelles techniques, à ce moment-là, ils seront déposés pour le futur. Mais c'est pas prévu pour l'instant, là, ce trou-là? Pour l'instant, non. Il n'y a pas de prévision à ce niveau-là. Après que le trou est fait, on annonce qu'on ne le remplira plus. C'est de même que c'est arrivé. Si on avait dit aux gens exactement ce qu'on a d'en face aujourd'hui, personne n'y aurait été d'accord. Pour moi, c'est un drame. C'est un désastre au niveau écologique, au niveau visuel. Et c'est un drame que parce que c'est en Abitibi, le reste du monde s'en fout. T'sais.